Ma future épouse a ri et a dit je ne vais pas signer un contrat prénuptial ridicule. Ce qui est à toi est à moi une fois que nous sommes mariés. C'est comme ça que ça fonctionne, ricana-t-elle. Arrête d'être aussi égoïste et paranoïaque à propos de l'argent. J'ai répondu, je respecte ta décision. Puis j'ai annulé le traiteur, la salle de réception et le fleuriste 2 jours plus tard. Elle pleurait au téléphone. Salut Reddit. Moi, homme de 35 ans, j'ai besoin de vider mon sac parce que ce qui vient de se passer est tellement incroyable que j'ai encore du mal à y croire. Mon ex-fiancée Brittany, femme de 28 ans, et sa famille viennent d'apprendre une leçon très coûteuse sur la cupidité, et c'est moi qui la leur ai enseignée. Cette histoire a tout, un comportement de princesse pourri gâtée, de la manipulation familiale, de fausses factures et la revanche la plus satisfaisante que j'ai jamais vue. Accrochez-vous, ça devient fou. Avant de plonger dans le drame, vous devez comprendre comment j'en suis arrivé là, car c'est important pour tout ce qui suit. J'ai grandi dans un parc de caravanes à la périphérie de Toledo, dans l'Ohio. Pas le genre temporaire dû à des temps durs, le genre avec 3 générations de familles vivant dans des mobil-homes rouillés. Mon père est parti quand j'avais 8 ans, laissant ma mère travailler 3 emplois juste pour que l'électricité reste allumée. J'étais ce gamin qui portait le même jean à l'école chaque jour, mangeait des sandwichs au beurre de cacahuètes pendant que les autres avaient des lunchables. Mais j'étais intelligent et j'avais faim, pas seulement de nourriture, mais de quelque chose de mieux. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires avec une moyenne de 4 sur 4 et j'ai réussi, d'une manière ou d'une autre, à convaincre Ohio State de me donner une bourse académique complète en ingénierie mécanique. Pendant que mes camarades faisaient la fête et rejoignaient des fraternités, je travaillais de nuit dans un entrepôt et faisais des petits boulots les week-ends. J'ai obtenu mon diplôme sans dette en 2011 avec mon diplôme d'ingénieur et un plan en tête. Au lieu d'accepter un poste dans une entreprise, j'ai fondé Rodriguez Construction avec $4200 d'économie, un vieux pick-up Ford cabossé et plus de détermination que de bon sens. J'ai installé mon atelier dans le garage de mon pote Jake et j'ai commencé à faire des petits travaux de bricolage dans Toledo. Les 2 premières années ont presque eu ma peau. Je faisais des devis en journée, je travaillais sur les chantiers, puis je faisais la comptabilité et les déclarations d'impôts la nuit. Je survivais avec des sandwichs de station-service et des boissons énergétiques. Mes mains étaient tellement abîmées par le travail que je n'arrivais même plus à remplir correctement des chèques. Mais j'avais un plan. Pendant que les autres entrepreneurs se disputaient les petits travaux résidentiels, je me suis spécialisé dans l'installation et la réparation de systèmes de chauffage et climatisation commerciaux. C'est un travail technique qui demande des certifications coûteuses, donc la plupart des petits entrepreneurs l'évitent. J'ai investi chaque dollar disponible pour me faire certifier sur différents systèmes de chauffage et de climatisation, Carrier, Tran, Lennox, peu importe. Dès la 3e année, je décrochais des contrats avec des immeubles d'appartements et des bureaux. La 5e année, j'avais 6 employés. La 8e année, j'ai élargi mes activités à des contrats de maintenance pour de grands bâtiments commerciaux. Aujourd'hui, Rodriguez Construction emploie 26 personnes et génère environ $3 200 000 par an. Je gagne personnellement environ $190 000 après impôts. Je possède ma maison sans crédit et j'ai environ $450 000 d'actifs professionnels, plus $180 000 d'épargne personnelle. Ce n'est pas le niveau d'un millionnaire mais c'est plutôt excellent pour un gamin de caravane parti de rien. J'ai rencontré Brittany il y a 3 ans lors de la réception de mariage d'un ami. Elle était demoiselle d'honneur, j'étais garçon d'honneur. Une mise en scène classique, non. Elle travaillait comme coordinatrice des réseaux sociaux pour une petite agence de marketing, ce qui signifiait en gros qu'elle postait du contenu Instagram pour des entreprises locales et gagnait environ $38 000 par an. Elle était absolument magnifique et semblait agréable à fréquenter, de longs cheveux blonds toujours parfaitement coiffés, une grande aisance sociale dans les événements mondains. Avec le recul, cela aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais à l'époque, j'étais juste impressionné qu'une fille comme elle s'intéresse à un gars comme moi. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 8 mois avant qu'elle ne commence à faire des allusions pour emménager ensemble. J'étais réticent au début. J'avais trop travaillé pour obtenir mon indépendance pour y renoncer si facilement. Mais elle était insistante, et honnêtement, j'étais seul. Construire une entreprise ne laisse pas beaucoup de place aux relations, et avoir quelqu'un à la maison semblait agréable. Elle a emménagé dans ma maison après environ 18 mois de relation. C'est une belle maison de 4 chambres dans un bon quartier que j'ai acheté content avec les bénéfices de mon entreprise. Pas de crédit, pas de propriétaire, juste moi et 2400 pieds carrés de liberté. C'est là que la dynamique financière a commencé à devenir étrange. Je payais l'hypothèque, enfin je possédais la maison. Les factures,
les impôts fonciers, l'assurance habitation, l'entretien, en gros tout. Brittany contribuait exactement à hauteur de 450 $ par mois pour les courses et les produits ménagers, et elle agissait comme si elle me rendait un immense service. Je nous fais économiser tellement d'argent en cuisinant à la maison plutôt qu'en sortant tout le temps, disait-elle commodément, en ignorant le fait qu'elle mangeait de la nourriture que j'avais payée, dans une maison que je possédais. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme, mais l'amour rend parfois idiot. J'ai fait ma demande en mariage en octobre dernier, lors d'un week-end à Chicago. Je l'ai emmenée dans un restaurant chic avec vue sur le lac, j'ai fait livrer la bague avec le dessert, tout le scénario romantique façon film. J'avais économisé et acheté une bague en diamant solitaire de 2 carats qui m'a coûté 13 500 $, bien plus que je n'avais jamais dépensé pour quoi que ce soit n'étant pas lié à mon entreprise, mais je voulais que ce soit spécial. Sa réaction a été intense. D'abord elle a crié, puis elle a pleuré, ensuite elle a immédiatement commencé à prendre des selfies avec la bague. Avant même la fin du dîner, elle l'avait déjà posté sur Instagram avec la légende, quand il réalise enfin ta valeur. Fiancée. Béni. Future Madame Rodriguez. Les commentaires de ses amis ont afflué. Oh mon Dieu ma belle, tu le mérites, il a intérêt à te traiter comme la reine que tu es, il était temps que quelqu'un te passe la bague au doigt. Sur le chemin du retour à Toledo, elle parlait déjà des préparatifs du mariage. Grand mariage, bar ouvert, destination, enterrement de vie de jeune fille, photographe et vidéaste professionnel. Elle avait tout un tableau Pinterest prêt, comme si elle préparait cela depuis des mois. Je pense à 180 à 200 invités, disait-elle en faisant défiler son téléphone. Il faudra réserver un bel endroit. Le Marriott du centre-ville a une magnifique salle de bal. Ça a l'air cher, dis-je prudemment. Bébé, c'est notre jour spécial. On ne peut pas être radin pour notre mariage. Au fil des mois, ces conversations sont devenues les seules conversations. Chaque dîner, chaque trajet en voiture, chaque soirée tranquille à la maison se transformait en séance de planification de mariage. Elle achetait des magazines de mariage, faisait des tableurs, créait des tableaux Pinterest partagés sur lesquels elle s'attendait à ce que je commente. En janvier, elle fit une annonce qui aurait dû tout arrêter immédiatement. J'ai donné ma démission aujourd'hui, dit-elle nonchalamment pendant le dîner. J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture. Tu as quitté ton travail? Je n'ai pas quitté, j'ai donné mon préavis. Mon dernier jour est vendredi. Pourquoi? Parce que planifier notre mariage de rêve, c'est pratiquement un emploi à temps plein et je ne peux pas m'y consacrer correctement en travaillant 40 heures par semaine. Ne t'inquiète pas, j'ai tout budgétisé. On s'en sortira avec seulement ton revenu pendant quelques mois. On s'en sortirait avec mon revenu, pendant qu'elle planifiait un mariage avec mon argent. Brittany, nous n'avons jamais discuté de cela. Et si? Et si quoi? Tu ne penses pas que notre mariage mérite que je prenne un peu de temps pour qu'il soit parfait? Ce n'est pas une question de savoir si ça le mérite, c'est une question de prendre ensemble des décisions financières majeures. Elle m'a lancé ce regard comme si j'étais complètement déraisonnable. Jake, tu gagnes bien ta vie. On ne va pas mourir de faim parce que je prends quelques mois pour organiser le jour le plus important de nos vies. C'est à ce moment-là que j'aurais dû comprendre ce qui se passait vraiment. Mais je me suis convaincu qu'elle était simplement excitée par le mariage, qu'elle retournerait travailler ensuite, que ce n'était qu'un stress temporaire que je pouvais gérer. Pendant les 3 mois suivants, j'ai en réalité financé entièrement son mode de vie. Elle n'était pas seulement au chômage, elle était au chômage et dépensait comme quelqu'un avec des ressources illimitées. Des journées spa avec ses copines, des virées shopping pour des trucs de mariage qui dépassaient sans cesse le budget initial, des dîners coûteux avec sa mère pour discuter des détails du mariage. Mon relevé de carte de crédit ressemblait à la vie de quelqu'un d'autre. Le point de rupture est arrivé en mars. Mon avocat Tony, celui qui m'avait aidé à créer Rodriguez Construction, m'a demandé de passer pour un examen de routine de l'entreprise. Nous passions en revue les contrats et l'assurance responsabilité civile, quand il a soulevé quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Jake, tu vas te marier bientôt, non? Félicitations au fait. Merci, oui. Le 15 juin. As-tu pensé à un contrat prénuptial? Honnêtement, non. Les contrats prénuptiaux me semblaient être pour les gens riches, avec de l'argent de famille, ou les célébrités avec des millions à protéger. Je ne sais pas Tony, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il s'est adossé à sa chaise et est devenu sérieux. Écoute, je suis ton avocat depuis 8 ans. Je t'ai vu construire cette entreprise à partir de rien. Tu as des employés qui dépendent de toi,
des partenaires commerciaux qui ont investi leur avenir avec toi, et des actifs personnels importants. Que se passe-t-il avec tout ça si ton mariage ne fonctionne pas? Je veux dire, on ne prévoit pas de divorcer. Personne ne prévoit de divorcer, Jack, mais 50% des mariages se terminent comme ça. Et d'après ce que j'ai observé, ta fiancée a des habitudes financières préoccupantes. Cela m'a frappé de plein fouet car Tony n'avait pas tort. Brittany dépensait de l'argent comme de l'eau depuis qu'elle avait quitté son emploi. Qu'est-ce qu'un contrat prénuptial couvrirait exactement? En termes simples, ce que tu possédais avant le mariage reste à toi. Ton entreprise, ta maison, ton épargne. Ce qu'elle possédait avant reste à elle. Tout ce que vous construisez ensemble pendant le mariage est divisé équitablement. Si vous avez des enfants et qu'elle devient mère au foyer, elle touche une pension. Si vous créez ensemble de la richesse, elle reçoit la moitié de cette nouvelle richesse. Ce n'est pas une question de la léser, c'est une question de protéger ce que j'ai construit avant qu'elle n'entre en scène. Cela avait parfaitement du sens. L'entreprise n'était pas seulement mon gagne-pain, elle faisait vivre 26 employés et leurs familles. Si quelque chose arrivait et que nous divorcions, je ne pouvais pas laisser la société être détruite dans des procédures judiciaires. J'ai dit à Tony de rédiger quelque chose d'équitable. Je lui ai dit, je vais en parler à Brittany. Cette conversation a eu lieu un dimanche soir à la fin du mois de mars. Nous étions sur le canapé à regarder une émission de télé-réalité sur des femmes riches et oisives, ce qui, avec le recul, aurait dû me dire tout ce que j'avais besoin de savoir sur son état d'esprit. Pendant une pause publicitaire, j'ai mis la télé en sourdine et je me suis tourné vers elle. Bébé, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Tony pense qu'on devrait faire un contrat prénuptial avant le mariage. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. C'est quoi un contrat prénuptial? Je lui ai expliqué aussi simplement que possible. Protéger ce que chacun avait avant le mariage, tout en partageant ce que nous construirions ensemble ensuite. Là, elle a réagi. Elle a tourné la tête brusquement, les yeux écarquillés. Tu es sérieux là? Tu veux que je signe des papiers disant que je n'aurai pas ton argent si on divorce? Ce n'est pas une question d'argent. C'est pour protéger l'entreprise que j'ai construite avant qu'on soit ensemble. Si quelque chose m'arrive, tu serais toujours prise en charge, mais mes partenaires commerciaux et mes employés ne doivent pas tout perdre si. Si quoi, Jack? Si je me révèle être une sorcière vénale qui essaie de voler ton précieuse entreprise. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Écoute, c'est juste une protection standard pour les propriétaires d'entreprise. Cela ne veut pas dire que je ne te fais pas confiance ou que je ne t'aime pas. Cela veut juste dire. Cela veut dire exactement ça. Elle s'est levée, les mains sur les hanches, la voix de plus en plus forte. Quel genre d'homme demande à la femme qu'il aime de renoncer à ses droits? Tu ne me fais clairement pas confiance. J'ai essayé de rester calme et rationnel. Brittany, ce ne sont que des papiers, cela nous protège tous les deux. Les termes sont équitables, tu recevrais la moitié de tout ce que nous construisons ensemble, et si nous avions des enfants et que tu restais à la maison pour t'en occuper, tu aurais du soutien. Il s'agit simplement de garder séparé ce qu'il était déjà. Ah, donc maintenant je suis une menace pour ta précieuse entreprise. Super Jack, ça me fait vraiment me sentir aimé et valorisé. Tu n'es pas une menace, c'est juste être intelligent juridiquement. 50% des mariages se terminent par un divorce. Et tu prévois de divorcer de moi? Elle devenait théâtrale, la main sur la poitrine, comme si je l'avais blessée physiquement. Parce que si c'est le cas, peut-être qu'on ne devrait pas se marier du tout. Je ne prévois rien, c'est juste faire preuve de responsabilité. Responsable, responsable? Elle criait presque maintenant. Tu sais ce qui est responsable, Jack? Épouser quelqu'un en qui tu as réellement confiance, quelqu'un que tu n'as pas l'intention d'arnaquer quand les choses deviennent difficiles. Puis elle a lâché la phrase qui a scellé son destin. Je ne signerai aucun contrat prénuptial, point final. Et si tu continues à insister avec ces absurdités insultantes, peut-être que je devrais reconsidérer si tu es vraiment le genre d'homme que je veux épouser. Elle a filé vers la chambre et a claqué la porte si fort que les fenêtres en ont tremblé. Je suis resté assis là longtemps, à ne pas penser au contrat prénuptial, ce n'était qu'un bout de papier. Je pensais à ce que sa réaction révélait, à la façon dont elle voyait notre relation, notre avenir, moi. Elle voyait mon succès comme quelque chose auquel elle avait droit, elle voyait le mariage comme un accès à des biens qu'elle n'avait pas contribué à construire, et elle voyait toute tentative de protection de ce que j'avais bâti comme une attaque personnelle. C'est là que j'ai compris que Tony n'avait pas seulement raison à propos du contrat, il avait raison à propos de Brittany.
J'ai ouvert mon ordinateur et commencé à passer des appels. Le lendemain matin, Brittany a agi comme si rien ne s'était passé. Elle a préparé du café, bavardé à propos d'un drama sur le compte Instagram d'une amie, et mentionné qu'elle devait confirmer les chiffres définitifs avec le traiteur. Clairement, elle pensait que sa crise avait mis fin à la conversation pour de bon. J'ai parfaitement joué le jeu. Je l'ai embrassée pour lui dire au revoir quand elle est partie faire du shopping avec sa mère pour des urgences de mariage, quelles qu'elles soient. Dès que sa voiture a disparu au coin de la rue, je suis passé à l'action. Voici quelque chose que Brittany n'a jamais pris la peine d'apprendre à mon sujet en 3 ans de relation. Quand je prends une décision, je l'exécute complètement et efficacement. Les demi-mesures donnent des résultats à moitié. Et je n'ai pas construit une entreprise prospère en faisant les choses à moitié. J'ai passé toute la journée à démonter méthodiquement les préparatifs du mariage. Et je parle de tout. Premier appel, Riverside Gardens, le lieu que Brittany adorait. Cela coûtait $9 200 pour la cérémonie et la réception, et elle l'avait choisi spécifiquement parce qu'il était digne d'Instagram avec beaucoup de lumière naturelle et des jardins fleuris. Rodriguez Construction, ici Jack, j'ai besoin d'annuler notre réservation de mariage du 15 juin. La coordinatrice semblait confuse. Annuler Monsieur Rodriguez. Le mariage est dans moins de 3 mois, vous êtes sûr de vouloir faire ça? Tout à fait sûr. Je vais devoir vérifier les termes du contrat, mais je crois qu'il y a des frais d'annulation de 50% pour les événements annulés dans les 90 jours. C'est bon, appliquez l'annulation. Boum. $4600 perdus, mais $4600 récupérés. Ça en valait chaque centime. Ensuite, Élégant Affaires Catering, l'entreprise choisie par Brittany parce qu'ils avaient les meilleures côtes de bœuf de la ville et offraient un service de bar haut de gamme. Coût total $8400 pour 180 invités. J'ai besoin d'annuler notre commande de traiteur pour le mariage Rodriguez-Morrison du 15 juin. Oh non, tout va bien? Tout va bien, il faut juste annuler. Eh bien, puisque vous êtes à plus de 60 jours de l'événement, nous pouvons offrir un remboursement complet moins nos frais administratifs de $750. Parfait. Deuxième réussite. Encore $7650 dans mon compte. Le photographe était plus compliqué. Brittany avait insisté pour avoir ce gars hors de prix spécialisé dans les mariages de luxe, il facturait $3400 pour une journée complète. Il a tenté d'argumenter que son contrat était non remboursable, mais j'avais lu les petites lignes. Il y avait une clause pour les cas de force majeure et je l'ai convaincu que l'annulation du mariage entrait dans ce cadre. Le groupe était plus facile. Le fleuriste a remboursé tout sauf des frais de conception de 2 cents. La pâtisserie a été entièrement professionnelle. Mais mon annulation préférée fut celle du bus de fête. Brittany avait insisté sur le fait qu'il nous fallait un bus de luxe pour transporter les demoiselles et garçons d'honneur entre les lieux, alors que la cérémonie et la réception étaient au même endroit. Cela coûtait $800 pour 4 heures et ne servait absolument à rien, si ce n'est lui donner l'impression d'être une célébrité. Vous voulez annuler le bus de fête pour le 15 juin? Mais madame, c'est genre la partie la plus importante de toute l'expérience. Je ne suis pas la mariée, je suis le marié. Et oui, annulé. À 17 heures, j'avais méthodiquement détruit chaque aspect des préparatifs du mariage. Dommage financier total, environ $7100 de dépôt et frais perdus. Mais je m'étais épargné un mariage de $38 000. Et plus important encore, j'avais évité d'épouser quelqu'un qui me voyait comme un portefeuille plutôt qu'un partenaire. Mais je n'en avais pas fini, loin de là. Brittany utilisait ma carte de crédit pour les dépenses du mariage et du quotidien depuis qu'elle avait quitté son emploi en janvier. Il était temps d'examiner ses relevés en détail. Les dépenses étaient complètement folles. $420 chez Sephora pour une consultation maquillage pour le jour du mariage et les produits. $680 pour une journée spa pré-mariage avec ses demoiselles d'honneur. $340 pour un dîner avec sa mère dans un steakhouse, soi-disant pour discuter des options traiteurs. $520 chez Victoria's Secret pour des tenues de lune de miel. Et ma préférée, $1100 pour quelque chose appelé coaching de style de vie nuptiale, avec une femme qui apparemment aidait les futurs mariés à manifester l'énergie de leur mariage de rêve. J'ai appelé ma compagnie de carte de crédit et signalé la carte comme volée. Une nouvelle carte allait arriver sous 2 jours ouvrables. L'ancienne a été immédiatement annulée. Puis j'ai appelé ma banque et déplacé tout l'argent sauf $600 de notre compte commun vers mon compte professionnel. Le compte commun, c'était quelque chose que Brittany avait insisté pour qu'on ouvre quand elle avait emménagé, soi-disant pour les dépenses partagées. En réalité,
c'était devenu son distributeur personnel pour les achats liés au mariage. J'ai laissé juste assez pour une semaine de courses et d'essence, suffisamment pour rester raisonnable, pas assez pour des virées shopping. À 18 h, j'avais totalement démantelé à la fois notre mariage et son accès à mon argent. Elle n'avait aucune idée que sa vie de conte de fées allait s'effondrer. Brittany est entrée à 19 h avec des sacs de shopping et ce sourire satisfait qu'elle portait toujours après avoir dépensé de l'argent. Coucou mon cœur, maman et moi avons trouvé les chaussures parfaites pour les demoiselles d'honneur, seulement 160 $ la paire, quelle affaire. Elle a commencé à déballer ses achats. Oh, et le fleuriste a appelé à propos d'une annulation, sûrement une erreur de système. En réalité, ce n'est pas une erreur, dis-je depuis la table de la cuisine. J'ai annulé le fleuriste et la salle et tout le reste. Elle m'a regardé fixement pendant 5 secondes puis a laissé échapper un rire nerveux. Très drôle Jack. Je ne plaisante pas. J'ai annulé le mariage. Le sourire a complètement fondu. De quoi tu parles? Tu as clairement dit hier soir que demander un contrat prénuptial faisait de moi un monstre. Alors tu as raison, on ne devrait pas se marier. Tu ne peux pas simplement annuler notre mariage. Je l'ai déjà fait. J'ai perdu quelques acomptes mais j'ai récupéré la majorité. Cela a déclenché l'effondrement. Pleurs, crie, elle a jeté les sacs à travers la cuisine. Elle m'a traité de psychopathe, de contrôlant, de manipulateur. Tu te rends compte de ce que les gens vont dire? Tout le monde va penser qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Pas chez nous, juste son image. Ensuite, elle a changé de tactique. Les larmes se sont arrêtées net. Bébé, je suis désolé, peut-être qu'on pourrait trouver un compromis. Et si le contrat prénuptial expirait après 5 ans? Ou ne couvrait que l'entreprise? Donc tu aurais la moitié de mon entreprise après 5 ans? On la construirait ensemble. Je pourrais aider avec le marketing, les réseaux sociaux. Ton entreprise fait quoi déjà? Après 3 ans ensemble. Tu installes des climatiseurs et tout ça. Le ton mielleux est tombé. Très bien, jette 3 ans à la poubelle pour un stupide bout de papier. Elle a appelé sa mère. Barbara Morrison est arrivée 25 minutes plus tard, remontant mon allée comme si elle partait en guerre. Elle est entrée dans ma maison sans frapper. Jake Rodriguez, tu te rends compte de ce que tu fais? Tu sais combien nous avons dépensé? C'est ton problème Barbara. Mon problème? Sa voix atteint les aigus. Tu vas appeler tous les prestataires demain pour arranger ça. Non. Si. Vous avez dépensé des milliers pour sa robe, la douche nuptiale, les trajets. De l'argent que vous avez choisi de dépenser pour un mariage que je finançais. C'est à ce moment-là que Brittany a craqué. Très bien, l'entreprise de papa est en difficulté et on s'était dit que peut-être tu pourrais nous aider une fois mariés. On est censé être une famille. Voilà, la véritable raison du mariage précipité, de la pression, de tout. Il ne cherchait pas un gendre, il voulait un renflouement d'entreprise. J'ai regardé toutes les deux, Brittany en larmes, Barbara furieuse, et j'ai souri calmement. Très bien, maintenant on sait tous où on en est. Brittany, tu as 30 jours pour trouver un autre logement. Barbara s'est mise à bafouiller à propos des droits des locataires, mais je l'ai coupée. J'en ai déjà parlé avec mon avocat. 30 jours, c'est généreux, étant donné qu'il n'y a ni bail ni loyer versé. Après cela, une procédure d'expulsion sera engagée. Elles sont parties ce soir-là, mais je savais que ce n'était que le début. Avec ma carte de crédit annulée et le compte commun pratiquement vide, le vrai visage de Brittany a explosé sur les réseaux sociaux. Elle a lancé une campagne sur Instagram, affirmant que j'étais un sociopathe narcissique, abusif émotionnellement et financièrement, qui lui avait volé son avenir. Ses amis ont répondu avec les classiques commentaires « Tu mérites mieux ». Mais les gens imbus d'eux-mêmes ne peuvent pas s'en empêcher. En moins d'une semaine, elle publiait du contenu totalement contradictoire, des brunchs coûteux, des séances de soins personnels, des dimanches avec mes vrais amis, des visites au spa, des séances de shopping avec des légendes du genre « La thérapie par le shopping a un goût différent ». Lorsque des gens lui demandaient comment elle pouvait se permettre cela alors qu'elle disait être ruinée financièrement, ses réponses étaient en or. Mes vrais amis savent comment soutenir quelqu'un qui souffre, et certaines personnes comprennent ce que signifie la loyauté, contrairement à d'autres. Elle a dépensé les 600 $ restants en 4 jours. Quand elle a essayé d'utiliser ma carte de crédit annulée, elle est revenue en furie. Ta carte ne fonctionne pas, je l'ai annulée. Eh bien, j'ai besoin des nouvelles informations.
Comment suis-je censé acheter des courses? Avec l'argent du travail que tu n'as pas, je préparais un mariage, c'était mon emploi à temps plein. Et maintenant ce ne l'est plus. Il est temps de trouver un vrai travail. Elle a littéralement tapé du pied. C'est de l'abus financier. Tu vas voir. Ensuite, elle a commencé à contacter mes proches. Ma mère l'a écouté poliment avant de dire, peut-être que tu aurais dû signer le contrat prénuptial. Mon associé a éclaté de rire quand elle a proposé du conseil en marketing. Mais sa manœuvre la plus désespérée a été d'appeler Peterson Commercial Property, mon plus gros client représentant 900 000 $ de chiffre annuel. Elle a dit à leur service des ressources humaines qu'elle était mon associé et a suggéré qu'ils reconsidèrent leur relation avec quelqu'un qui traite les femmes de cette manière. Lisa Chen, leur gestionnaire de biens immobiliers, m'a appelé dans l'heure. Après que je lui ai tout expliqué, elle a commencé à rire. Donc elle essaie de saboter ton entreprise parce que tu as voulu la protéger avec un contrat prénuptial? Exactement. C'est justement pour cela que les gens font des contrats prénuptiaux GEC. Cet appel a en réalité renforcé ma relation avec mon plus gros client. Parfois, le karma a de l'humour. Mais autour du 20e jour de son préavis de 30 jours, Brittany a commis sa plus grosse erreur. Je travaillais tard dans mon bureau à domicile quand j'ai reçu un appel de Rick Morrison, le père de Brittany. Il avait l'air nerveux mais essayait de faire comme si de rien n'était. « Salut Jack, je me demandais si on pouvait déjeuner ensemble cette semaine, d'homme à homme, tu sais, je pense qu'on devrait parler. » J'ai failli dire non, mais la curiosité a pris le dessus, et puis je me suis dit qu'il paierait. Nous nous sommes retrouvés dans une chaîne de restaurants près de son entreprise, Morrison Metal Works. Rick possédait cet atelier de fabrication de pièces métalliques qui fournissait autrefois des fabricants locaux, mais je savais qu'il était en difficulté depuis des années. Concurrence chinoise, hausse des coûts des matériaux, contrats perdus, l'histoire classique des petites entreprises industrielles. Il a commencé avec l'approche de la sympathie. « Jack, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé entre toi et Brittany. Les jeunes, les émotions sont vives, tu sais ce que c'est. » Bien sûr Rick. Tu sais, je t'ai toujours respecté. Tu es un homme d'affaires intelligent, un type autodidacte, ça demande du caractère. Je voyais où il voulait en venir, mais je l'ai laissé continuer. Mon entreprise traverse une période difficile. Le marché change, les coûts montent, la concurrence étrangère augmente. J'ai pensé qu'il était temps de diversifier, d'essayer de nouvelles stratégies. Il a fait une pause, attendant que je lui demande quelle stratégie. J'ai simplement continué à manger mon sandwich. Eh bien, je pensais à ta société de construction et à mon entreprise de métallurgie. Il pourrait y avoir une vraie synergie. Tu sous-traites sûrement la fabrication métallique parfois, non? Parfois. Et si on pouvait tout faire en interne? Morrison Metal Works pourrait gérer tous tes besoins en fabrication, peut-être s'étendre aux composants HVAC, aux conduits, aux installations spécialisées. Là, j'ai commencé à m'intéresser, mais pas pour les raisons qu'il pensait. C'est une idée intéressante, Rick. Qu'est-ce que cela impliquerait? Ses yeux se sont illuminés, comme si je venais de lui offrir un billet gagnant de loterie. Pour vraiment bien faire les choses, adapter l'atelier au HVAC, moderniser l'équipement, obtenir les certifications nécessaires, il nous faudrait probablement environ 180 000 $ de capital d'investissement. Et tu cherches des investisseurs? Plutôt un partenaire. Quelqu'un qui comprend le secteur de la construction, quelqu'un qui pourrait garantir suffisamment de contrats pour nous maintenir occupés pendant la transition vers ce nouveau domaine. Voilà, il voulait que je finance son entreprise défaillante, puis que je lui transfère mes contrats au tarif qu'il voudrait. Et Brittany, ai-je demandé innocemment. Ça semble être un projet qui bénéficierait de son expertise en marketing. Il s'est agité, mal à l'aise sur son siège. Et bien évidemment, la situation personnelle complique un peu les choses, mais les affaires sont les affaires, non? Peut-être que travailler ensemble pourrait même aider à reconstruire un pont entre vous deux. J'ai failli éclater de rire. Alors, si je comprends bien Rick, tu veux que j'investisse 180 000 $ dans ton entreprise, que je te garantisse des contrats via ma société, et en échange, j'obtiens quoi exactement? Un partenariat? Des bénéfices partagés. Et comme je l'ai dit, peut-être que cela pourrait t'aider à calmer la situation familiale. Tu veux dire que si je renfloue ton entreprise, Brittany serait peut-être plus intéressée pour se remettre avec moi. Je n'ai pas dit ça exactement. Tu n'as pas eu besoin de le dire. J'ai payé le déjeuner et je lui ai dit que j'allais y réfléchir et revenir vers lui.
Mais je pensais déjà à quelque chose de bien plus intéressant qu'un partenariat commercial. En effet, j'avais fait mes devoirs sur Morrison Metal Works au fil des années. Un ami à moi qui travaille à la First National Bank m'avait dit qu'ils avaient plusieurs mois de retard sur leur paiement de prêt. Un contact au service d'urbanisme de la ville m'avait signalé qu'ils avaient été cités plusieurs fois pour des violations de sécurité. Mon assureur m'avait confirmé que leur couverture de responsabilité civile avait été résiliée pour non-paiement 6 mois plus tôt. Morrison Metal Works n'était pas simplement en difficulté, c'était une entreprise suspendue à un fil. Rick allait déposer le bilan d'ici un an si rien de majeur ne changeait. C'est là que j'ai eu une idée, soit brillante soit complètement folle. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel qui m'a fait sourire. Lisa Chen, de Peterson Commercial Property, avait un problème. Jake, nous sommes en train de soumissionner pour un énorme projet d'immeuble résidentiel en centre-ville, 300 unités réparties sur 4 bâtiments. Le contrat représente environ 2 800 000 $ sur 18 mois, et nous avons besoin de sous-traitants fiables pour de la fabrication métallique spécialisée. Quel genre de délai? C'est justement le problème. Notre fabricant habituel, Cleveland Metal Solutions, a un retard de 10 mois. Il nous faut quelqu'un qui peut commencer immédiatement et gérer une production à grande échelle. Tu connais quelqu'un de local qui pourrait gérer quelque chose d'aussi gros? J'ai marqué une pause parfaitement calculée. En fait, peut-être. Tu as déjà entendu parler de Morrison Metal Works? Non. Je devrais? C'est un atelier de fabrication locale. Le propriétaire essaie de se lancer dans le soutien au projet de construction HVAC. Ce serait peut-être le bon moment. Si tu les recommandes, ça me suffit. Tu peux organiser une rencontre? Absolument. J'ai appelé Rick cet après-midi-là. Il a décroché dès la première sonnerie. Jake, tu as réfléchi à notre conversation? Oui Rick, et en fait, quelque chose d'incroyable vient de se présenter. J'ai un client qui a besoin de travaux de fabrication métallique pour un énorme projet, un contrat de plusieurs millions de dollars. Je pouvais pratiquement l'entendre saliver à travers le combiné. De combien on parle? Près de 3 millions sur 18 mois. Mais ils sont très exigeants sur les partenaires avec qui ils travaillent. Ils voudront visiter ton site, voir tes capacités, examiner ta stabilité financière, les documents d'assurance, les certifications de sécurité. Quand? La semaine prochaine Rick. Ça pourrait être le contrat qui sauve ton entreprise. Tu es sûr d'être prêt pour quelque chose d'aussi gros? Absolument Jake, c'est incroyable, je savais qu'on pouvait faire affaire ensemble. Super, je vais organiser la rencontre. Ce que Rick ne savait pas, c'est que j'avais déjà fait le travail de vérification pour Peterson. J'avais passé quelques appels informels à des contacts communs pour poser des questions sur la réputation et les capacités de Morrison Metal Works. Dans le monde de la construction, les rumeurs circulent vite. Je n'ai rien dit directement à Peterson, ce qui aurait été peu professionnel voire illégal. J'ai juste suggéré qu'il fasse une vérification rigoureuse vu l'importance du contrat et qu'il s'assure que l'assurance et les certifications soient bien à jour. La visite était prévue pour le mardi suivant. Mais avant cela, Rick a commis une erreur cruciale. Il a commencé à se vanter. En quelques jours, toute la famille de Brittany était au courant du contrat de plusieurs millions que Rick était sur le point d'obtenir grâce à ma connexion. Il avait déjà mentalement dépensé de l'argent qu'il n'avait pas. Il a versé des acomptes pour de nouveaux équipements, embauché 3 ouvriers supplémentaires, signé un bail pour agrandir son entrepôt, acheté un nouveau camion pour l'entreprise avec un acompte qu'il avait emprunté en hypothéquant sa maison. Morrison Metal Works est passé de la survie fragile à un endettement massif en une semaine, tout ça basé sur un contrat qui n'existait même pas encore. Le mardi matin est arrivé, Lisa Chen est venue avec le chef de projet de Peterson et leur responsable des achats pour visiter Morrison Metal Works. Ce fut un désastre. Ils ont trouvé des équipements des années 1980 à peine fonctionnels, des violations de sécurité qui auraient stoppé n'importe quel chantier sérieux, des certifications expirées pour les travaux spécialisés. Et quand ils ont demandé les états financiers et les documents d'assurance, Rick est devenu évasif et sur la défensive. Le coup de grâce est arrivé quand ils ont découvert que Morrison Metal Works ne disposait pas de l'assurance responsabilité civile exigée pour un projet de cette envergure. Rick a tenté d'expliquer qu'il pourrait souscrire une nouvelle assurance une fois le contrat signé, mais les gens de Peterson n'étaient pas intéressés par des hypothèses. Ils sont partis après 30 minutes. Lisa m'a appelé cet après-midi-là. Jake, j'apprécie la recommandation, mais Morrison Metal Works ne conviendra pas pour ce projet.
Ils ne sont pas du tout équipés pour ce niveau d'exigence. Je suis désolé d'entendre ça. Rick semblait confiant dans ses capacités. Entre nous, leur atelier a l'air en difficulté depuis des années. Je ne comprends même pas comment ils sont encore en activité. Quand Peterson a rejeté Morrison Metalworks, Rick était dévasté, mais il était aussi financièrement détruit. Les acomptes versés pour les nouveaux équipements? Non remboursables. Les 3 employés embauchés? Il a dû leur verser des indemnités. Le bail de l'entrepôt? Verrouillé pour 12 mois. Le paiement du camion? Exigible, qu'il ait des revenus ou non. Rick était passé de la survie fragile à la ruine totale en 2 semaines, tout cela parce qu'il avait compté sur de l'argent qui n'avait jamais été garanti. C'est là que les supplications ont commencé. Le premier appel est arrivé 3 jours après que Peterson a rejeté Morrison Metalworks. C'était Rick, et il avait l'air brisé. Jake, je ne comprends pas ce qui s'est passé avec la réunion chez Peterson. Il semblait vraiment intéressé au début. Oui, Lisa m'a dit qu'ils avaient décidé de prendre une autre direction. Y a-t-il une chance pour d'autres opportunités? Peut-être des projets plus petits pour commencer? Je ne sais pas, Rick. La plupart de mes clients sont assez exigeants concernant leurs sous-traitants. Je comprends, c'est juste que je me suis peut-être un peu emballé en me préparant pour ce contrat. Un peu emballé, c'est une façon de le dire. 2 jours plus tard, Barbara m'a appelé, elle pleurait. Jake, je sais que les choses se sont mal terminées entre toi et Brittany, mais l'entreprise de Rick est en réel danger. Il a emprunté de l'argent en pensant que ce contrat allait se concrétiser. Je suis désolé d'entendre ça, Barbara. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu pourrais faire? Une manière de nous aider? On va tout perdre. Je ne suis pas sûr de ce que tu attends de moi. J'ai présenté Rick à un client potentiel, ils ont décidé de ne pas travailler ensemble. Mais tu as de l'influence auprès d'eux, non? Tu pourrais peut-être glisser un mot en sa faveur. Je ne pense pas que ce serait approprié. Le désespoir dans sa voix se faisait plus fort. Jake, s'il te plaît, on sait qu'on a fait des erreurs, peut-être qu'on n'a pas bien géré les choses avec le mariage, mais Rick a consacré toute sa vie à cette entreprise. C'est une affaire entre Rick et ses créanciers, Barbara. Elle a raccroché, mais je savais qu'elle allait rappeler. Le meilleur appel est arrivé une semaine plus tard. C'était Brittany, et elle avait une voix complètement différente de celle qu'elle avait pendant notre rupture, calme, humble, presque vaincue. Jake, c'est moi. Est-ce qu'on peut parler? De quoi? De nous, de tout ce qui s'est passé. Je pense qu'on a déjà tout dit. Non, on ne l'a pas fait, Jake. J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines, à propos du contrat prénuptial, à propos de ma réaction, à propos de ce que je t'ai dit. C'était intéressant. Et je pense que j'avais tort. J'avais peur et je ne comprenais pas ce que tu essayais de protéger. J'aurais dû t'écouter. D'accord. Est-ce que tu accepterais de me rencontrer pour prendre un café, juste pour parler? Contre mon bon sens, j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un Starbucks neutre, à mi-chemin entre chez moi et la maison de ses parents, où elle vivait désormais. Elle avait l'air différente, fatiguée, moins soignée que d'habitude. La confiance et le sentiment de supériorité qu'elle dégageait autrefois avaient complètement disparu. Merci d'être venu, dit-elle doucement. De quoi voulais-tu parler? Je voulais m'excuser pour la façon dont j'ai réagi au contrat prénuptial, pour ce que j'ai dit, pour avoir pour avoir appelé tes clients, d'accord? J'étais blessé et en colère et je ne pensais pas clairement. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais je veux que tu saches que je le regrette. J'ai attendu qu'elle continue. Jake, tu me manques. Nous me manquons. Je sais que j'ai tout gâché, mais penses-tu qu'il y ait une chance qu'on puisse réessayer? Qu'est-ce qui serait différent? Tout. Je signerai le contrat prénuptial évidemment. Je trouverai un travail, je contribuerai aux dépenses à parts égales. Je soutiendrai ton entreprise au lieu de ce que j'ai fait. Et les problèmes financiers de ta famille? Elle a eu l'air surprise que je sois au courant de la situation de Rick. Ce n'est pas ta responsabilité. Ça ne l'a jamais été. Je le vois maintenant. Mais tu ne le voyais pas il y a 2 mois, quand tu me mettais la pression pour aider ton père. J'avais tort. Je me suis trompé sur tellement de choses. Elle a commencé à pleurer doucement. Ma famille entière est en train de s'effondrer. Papa risque de perdre son entreprise. Il risque de perdre leur maison. Maman parle de prendre un second emploi.
Et je sais que c'est en partie ma faute, parce que j'ai trop insisté pour des choses qui n'étaient pas raisonnables. J'avais un peu de peine pour elle, mais pas assez pour oublier tout ce qui s'était passé. Brittany, est-ce que tu te souviens de ce que tu as dit quand je t'ai demandé ce que faisait mon entreprise? Elle avait l'air confuse. Que veux-tu dire? Tu as dit que j'installais des climatiseurs et des trucs. Après 3 ans ensemble, vivant dans ma maison, c'était ça ta compréhension de mon activité. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Tu ne t'es jamais soucié de ce que je faisais comme travail, de comment j'avais bâti l'entreprise, des défis que j'ai affrontés. Tu te souciais de ce que mon succès pouvait faire pour toi et ta famille. Ce n'est pas vrai. Je veux dire, je tenais à toi. Tu tenais à mon compte bancaire Brittany. S'il te plaît, je sais que j'étais superficiel et égoïste avant, mais j'ai compris. Te perdre, voir ma famille souffrir, ça m'a appris ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte vraiment? L'amour, le partenariat, construire quelque chose ensemble au lieu de simplement prendre. C'était un beau discours, mais je n'y croyais pas. Si j'avais été un entrepreneur en difficulté au lieu d'un entrepreneur prospère, serais-tu resté avec moi pendant 3 ans? Elle est restée silencieuse longtemps. Je ne sais pas. Probablement pas, au moins elle était honnête. Brittany, j'apprécie tes excuses, et je suis désolé que ta famille traverse des difficultés financières. Mais ce qu'on avait n'était pas réel. Tu es tombée amoureuse de mon style de vie, pas de moi. Et si je pouvais prouver que j'ai changé? Comment? Donne-moi une chance. Laisse-moi te montrer que je peux être la partenaire que tu méritais depuis le début. J'ai presque eu de la peine pour elle. Presque. La personne que je méritais depuis le début aurait signé le contrat prénuptial sans en faire un combat, aurait compris pourquoi il était important de protéger mon entreprise, m'aurait soutenu dans ma réussite au lieu de la voir comme quelque chose à exploiter. Je comprends maintenant. Tu comprends parce que ton plan est tombé à l'eau. Si l'entreprise de ton père prospérait et que tu n'avais pas besoin d'argent, serais-tu toujours ici à me demander une nouvelle chance? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. J'espère que tout s'arrangera pour ta famille Brittany. Vraiment. Mais nous, c'est fini. Elle a pleuré plus fort, mais je n'ai pas changé d'avis. Je l'ai laissée assise dans ce Starbucks et je ne me suis jamais retourné.